Mais travailler plus, ça rend pas plus riche, ça rend plus fatigué. Il faut faire mieux, pas en plus de temps. En fait, il faut que tes actions elles aient plus d'impact. Et pour ça, il faut plein de choses. Mais c'est pas en faisant plus d'heures que t'es meilleur. Je faisais 200-250 000 de chiffre d'affaires par an, 90% de marge, je bossais 2 heures par jour. Parce que du temps, j'allais me promener, je faisais du sport, je profitais de la vie, rien à faire quasiment. On a tous, sans exception, des problèmes à régler avec l'argent. Parce que on a des croyances, en général transgénérationnelles, qui nous ont été foutues dans la tête par notre famille depuis l'enfance. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, de donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Salut! Hello! Bonjour! Salam! Shalom à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de BizCare, le podcast qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Et pour parler de business et de soi, aujourd'hui, j'ai l'immense privilège, j'ai l'honneur d'accueillir celui qui se définit comme le coach des coachs sur LinkedIn, sur Facebook et ailleurs, monsieur Jérémy Coleman. Comment vas-tu, Jérémy ? Bah écoute, ça va très bien, toi. Ça va, super, merci. Je pensais que tu allais mettre un peu la patate comme je l'ai mis, mais... Non, moi je suis calme, t'inquiète. Moi, j'ai pas besoin de monter haut pour dire des conneries. Moi, la marque de fabrique, c'est plutôt, si tu veux, je vais rester très calme, très détendu, je vais dire des conneries. Je vais dire des dingueries que tu vas devoir couper au montage, et ça va bien passer. Alors, moi, je me suis fait une promesse, c'est que je ne coupe absolument pas les podcasts que je fais. Donc, du coup, tu peux y aller, tu peux me dire, ça va pas être coupé. Voilà, tu seras pas censuré. Jérémy, bienvenue dans ce podcast. Donc, merci. Encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, aujourd'hui, en fait, avec toi, on va parler de sujets tabous. On va parler argent. On va parler coach. On va parler business de coach. Tu vois, de ceux qui volent les pauvres personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui se font un maximum de thunes sur leur gueule. Aujourd'hui, Jérémy, je vais essayer de te démonter. Tu veux dire les consultants SEO, c'est ça? Ok, un partout, voilà. C'est toi qui as commencé, hein. Du coup, un partout. Donc voilà, aujourd'hui, Jérémy, on va parler un peu de ton activité de coach et on va surtout en fait parler comme je t'ai dit, d'argent. On va parler aussi de ton parcours, de ce que tu as fait, parce que je pense que tu as quand même des choses assez inspirantes à nous partager. Mais sans plus attendre, je vais laisser te présenter. Tu seras mieux te présenter que moi. Donc voilà, Jérémy, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi tu es là aujourd'hui? Enfin, tu es là parce que je t'ai invité, mais qui es-tu? Je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai bientôt 35 ans, ça passe vite. Ah oui. Je suis entrepreneur à mon compte, freelance, tu appelles ça comme tu veux, depuis 15 ans quasiment, un truc comme ça. J'ai travaillé dans le monde des blogs, j'ai travaillé dans la communication, j'ai travaillé dans le monde des agences, j'ai travaillé chez l'annonceur, parce que j'ai un master en stratégie digitale des marques. J'aime bien le placer parce que ça fait un nom pompeux, je me suis cassé le cul 5 ans, donc autant m'en servir, mais en fait on s'en fout. J'ai eu un média dans la mode masculine, j'ai travaillé dans le sport, j'ai travaillé avec des influenceurs, j'ai fait du coaching de dirigeants sur la prise de parole digitale, j'ai fait plein de choses. Et à un moment de ma carrière, il y a 5-6 ans, je me suis dirigé vers le monde de la formation en ligne, du coaching, de l'accompagnement. J'ai monté plusieurs boîtes successives là-dedans. D'ailleurs, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui visiblement est allé me fouiller les fesses sur société.com et qui fait avec toutes les boîtes que tu as liquidées, tu ferais mieux de fermer ta gueule. En fait, quand tu fais des associations et que tu montes des boîtes et que tu changes de pays et que finalement tu reviens en France et puis qu'en fait tu changes de pays et puis finalement tu reviens en France, si tu regardes mon track record société.com, il fait peur, tu vois. J'ai été associé, ensuite je l'ai plus été, etc. Et là, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai remonté une société qui s'appelle Coleman Publishing, qui a pour mission de donner de la voix à l'ambition, d'aider les coachs, les thérapeutes, les consultants à développer leur activité. Sur les 2 dernières années, on a accompagné 300, 400 clients, 500 peut-être même, je ne sais plus exactement. Et c'est ça que je fais aujourd'hui principalement. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, tu as Coleman Publishing, donc, qui est ton activité principale, qui est ton One Thing. Donc du coup, sur lequel tu as dit tu accompagnes des coachs, consultants, thérapeutes, mais tu les accompagnes à quoi?
à développer leur activité avec les réseaux sociaux. D'accord. De façon assez simple, sans prospection, sans publicité. Enfin, dans les premiers niveaux, en tout cas, sans publicité, sans tunnel, sans rien de compliqué. En gros, si tu veux, on prend des gens qui ont une compétence, une expertise, une expérience de vie à valoriser, qui savent faire des trucs, qui savent dire des trucs, qui savent aider des gens. On dit, OK, on va prendre un seul réseau social. Voici comment vous allez l'utiliser. Et vous allez être capable de générer entre 2000 et 10-15 000 par mois de chiffre d'affaires avec les méthodes qu'on va vous transmettre. Avec un seul canal, du coup. Ouais. Ok, donc du coup, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu accompagnes quand même ces personnes-là qui sont très peu, voire mal digitalisées avant leur activité avec un seul canal. Là où il y en a beaucoup, en fait, qui ont la croyance qu'il faut être partout pour persévérer, alors que toi, en fait, tu es en train de dire le contraire. Tu es en train de dire en fait, qu'on peut faire 10-15K par mois avec un seul canal. Vas-y. Tu peux pas être bon partout. Surtout quand tu es seul. La problématique, c'est que ces personnes-là qui sont mal digitalisées, elles regardent Tony Robbins, elles regardent Grant Cardone, elles regardent leurs influenceurs LinkedIn préférés qui ont des boîtes à 3 millions, elles regardent des influenceurs qui ont des équipes de prod de 15 personnes, et ils se disent ouais mais eux ils sont trop partout et donc c'est bon pour moi. Non, en fait t'es seul, tu dois faire gaffe où tu mets ton temps, tu dois aller toi-même parler avec des vrais gens, t'es pas encore en capacité d'avoir une équipe qui gère un funnel, un machin, un truc déshumanisé et tout. En fait mets ton énergie là où ça aura le plus de résultats. On cherche le plus petit input pour le plus gros output. C'est des gens, je veux pas les transformer en marketeurs. Je veux leur donner le minimum vital de marketing, de vente, de création de contenu, réseaux sociaux, etc. pour qu'ils puissent ensuite passer du temps à faire leur métier. Parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Et pour ça, ne pas se disperser, quoi. Vraiment, one thing. Donc en fait, moi ce que j'ai l'habitude de dire dans mes épisodes, c'est de parler de Pareto, du 20-80. Mais là avec toi, en fait, t'es là de ce que tu dis... 1,99. Ouais, là on est sur le 1,99 là. Mais souvent nos clients nous disent ça, tu vois, ils arrivent chez nous, ils se prennent en main notre méthode, on leur fait dégager tout ce qu'ils faisaient avant, ils disaient ouais mais j'ai tout fini en 2 heures, je fais quoi après? Je sais pas, profite de la vie. Quoi? Kiff. Moi? Mais je sais pas, kiff. Ouais mais je pourrais en faire plus? Non, ça sert à rien. Tu vois, c'est de la distraction. T'es pas à l'aise avec le fait de pas être en train de travailler parce que t'as pas encore les revenus que tu veux. Mais travailler plus, ça rend pas plus riche, ça rend plus fatigué. Il faut faire mieux, pas en plus de temps. En fait, il faut que tes actions aient plus d'impact. Et pour ça, il faut s'améliorer, il faut parler à plus de gens, il faut mieux leur parler, il faut plein de choses. Mais c'est pas en faisant plus d'heures que t'es meilleur. Et après, il y a des cas particuliers. Hein, mais, Non, vas-y. Bah, justement, parle-nous de ces cas particuliers. Le cas particulier, c'est si t'es absolument amoureux du business et que t'as envie de faire ça toutes les heures de ta journée parce que c'est un jeu pour toi. Et dans ce cas-là, t'as le droit. Mais c'est pas ça qui va faire que t'auras plus de résultats. Bah, je pense en fait que ces personnes-là, enfin ceux que tu vises, c'est pas leur c'est pas leur souhait premier. Leur souhait en fait, c'est de faire ce qu'ils savent faire, prendre du plaisir à aider faire des gens, ça. gagner de l'argent en faisant un métier qu'ils aiment. Bah voilà, t'as tout dit. Top, ok. Mais du coup, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Coleman Publishing peut aider les coachs, thérapeutes, consultants à être sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Nous, nos méthodes, on les recommande sur Facebook. Je te le donne dans l'ordre où elles marchent le mieux. Là, donc, Facebook, c'est là où ça marche le mieux. LinkedIn ensuite Instagram, et ça marche pas sur les autres réseaux. Ok. Notre méthode de base, hein. Après, quand les gens ils commencent à vouloir faire de la croissance et aller vers d'autres modèles d'entreprise, on peut les accompagner sur d'autres choses. Mais la méthode de base qu'on a appelé le One Place Funnel, c'est Facebook, LinkedIn, Instagram au choix. Ailleurs, ça marche pas. Facebook, LinkedIn, Instagram, ailleurs, ça marche pas. Ok. Et donc, du coup, justement, comment tu détermines pour tes clients que c'est ce réseau qui est bien ou bien qui est bon pour eux? Quel est le réseau en fait qui va leur apporter un 1,99 comme tu dis? Il y a deux métriques à prendre en compte. La première, c'est où sont tes clients idéaux. Et la deuxième, c'est où est-ce que toi, tu as envie d'aller. Où est-ce que tu vas prendre du plaisir à aller. Il y a des gens qui me disent Instagram, je peux pas le blairer. Bah, n'y va pas. Ok, bah oui. Ça va être chiant sinon. Tu passes un moment. Moi, je suis pour ainsi dire pas sur Twitter. Pourquoi? Je pourrais, hein, je fais déjà du contenu partout. Le découper, le foutre sur Twitter. Mais parce que Twitter m'emmerde. TikTok, je l'ai supprimé. Ça m'a saoulé. Et pourtant, je fais des Reels. Je pourrais les repartager. Mais le compte, il marche jamais. Il y a toujours un truc qui déconne. Et puis en plus de ça, quand j'ai l'application, je me fais toujours aspirer dans une spirale de 45 minutes à regarder des conneries. Et donc, j'ai pas envie, quoi. Tu es tombé dans le piège, les TikTok. Ok, ça marche. Et donc, du coup, en fait, après, une fois que tu as déterminé ça,
tu affines les strates avec eux, tu affines leur manière d'aller voir les gens, tu affines leur manière, tu affines leur manière de communication. Pas de prospection chez nous. On va plutôt attirer les prospects vers nous. On a une stratégie pour ça. Jusqu'à, selon les industries, selon les marchés, hein, donc je vais donner une fourchette, mais jusqu'à 5, 10, 15 cas par mois, il n'y a pas besoin d'autre chose. Ok. Et après, si tu vas aller plus loin, tu passes d'artisan à entreprise 2. Et là, bien sûr, il faut mettre en place d'autres choses, d'autres process, d'autres façons de vendre, d'autres façons de donner envie d'acheter, d'autres façons de se faire connaître, plein de choses, tu vois. Bien sûr. Mais au début, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc 10-15 cas par mois, que de l'organique. Ouais. Waouh, ça fait rêver ça. Et pas de site web, limite pas de processeur de paiement, c'est tout avec un réseau social et avec le chat. Ok. Et avec le contenu, et voilà. Et quand je me fais payer, tu fais un virement. Attends, la vie est tellement simple. Mais alors, quand on veut juste faire son métier et avoir des revenus confortables, mais qui ne sont pas stratosphériques, parce qu'on parle de chiffre d'affaires, je ne te parle pas de revenus nets dans la poche. Bien sûr. Ouais, ça devrait être simple. Moi, j'ai appliqué ce modèle-là pendant des années. Je faisais 200-250 000 de chiffre d'affaires par an, 90% de marge. Je bossais 2 heures par jour. Parce que du temps, j'allais me promener, je faisais du sport, je profitais de la vie, rien à faire quasiment. Et justement, toi, sur quel réseau tu as commencé ? Facebook. D'accord. Donc avec Facebook, tu communiquais encore et encore. Tu affinais, tu communiques toujours, tu affines, tes clients viennent à toi, tu les aides et tu continues comme ça, 2 heures par jour, et puis après, tu évites ta vie. Ouais, c'est ça. Et au moment où on s'est séparé avec mon associé à l'époque, en 2021, je t'en parlerai après si ça t'intéresse, j'aurais pu continuer à faire ça. Sauf que j'étais dans une période de ma vie où j'avais envie d'autre chose. Parce qu'à titre personnel, je suis en train de construire. Et donc, en fait, je pense que j'ai eu envie de construire à titre professionnel aussi. D'aller explorer d'autres formes d'entreprise que je n'avais pas encore expérimentées. D'accord. Ok, non, c'est hyper intéressant. Mais du coup, justement, le but de ce podcast, c'est aussi de parler de l'être humain qui a derrière cet entrepreneur qui, à l'entendre, génère facilement ces 10 à 15 cas par mois au début. Et comme je te connais, je sais que c'est que c'est le cas. Comment justement comment t'as craqué la matrice ? À quel moment tu t'es dit mais en fait c'est hyper simple avec les réseaux de se faire 10 à 15 cas sur une expertise ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment, tu vois, qui a fait que tu te dises ouais, si tu veux, je peux te parler d'un truc dont je me souviens. Moi, j'avais eu des business dans le média / blog. Et dans le freelancing et dans le monde des agences, etc., où j'avais eu un peu de succès, pas des succès stratosphériques, mais des petits succès sympas, tu vois. Quand je suis allé dans le monde du coaching, consulting, au début, ça marchait pas, tu vois. Vraiment, ça marchait pas, je comprenais pas et tout. Et je me suis fait coacher à l'époque, pas sur le business, parce que je viens d'une formation marketing, bon, je sais le faire, mais sur mon état d'esprit, mais tout ce qui était à l'intérieur de moi, tu vois. Vraiment, c'est le coaching, mais un peu version analyse, tu vois. Et je travaille avec cette personne sur le rapport à l'argent, le rapport aux parents, l'enfance, plein de choses comme ça, tu vois. Et je me souviens, je vais voir un prospect, je pitch, la personne elle me dit qu'elle réfléchit et tout, je fais ok, on est sur des sommes élevées, tu vois, c'était des accompagnements indicats à l'époque. Et j'habitais à Paris à l'époque. Je suis sur le quai du métro, dans la main j'ai Réfléchissez à devenir riche de Napoléon Hill, bouquin que je ponçais mais je comprenais pas. Genre avec son secret, là je comprenais pas où il voulait en venir. Et la personne, le prospect chez qui je reviens, m'envoie un message en me disant « Virement fait, merci pour tout, je suis trop excité. » Et là, je bug. J'ai les larmes aux yeux, je bug vraiment. Je fais « Attends, cette personne vient de me filer 10 000, me dit merci, et elle est contente, et moi, je fais le même métier qu'avant. » Et là, tu vois, j'ai mon livre dans la main et je fais « Putain, c'est ça qu'il veut dire, quoi. » C'est un moment, si t'es aligné dedans, tes stratégies, elles marchent 20 fois mieux. Ça veut pas dire que je veux pas qu'on tombe dans la pensée magique de la loi de l'attraction miraculeuse, etc. Tu vois. La loi de l'attraction, moi j'aime bien ce truc, mais il y a tout le monde qui oublie que la 3e étape, c'est les actions. Donc on s'assoit pas en tailleur sous un arbre en chantant Kumbaya pour attirer l'argent à soi. Tu vois. C'est je m'aligne, je monte en énergie, je peux manifester, visualiser, prier, ce que je veux, tu vois, peu importe ton rapport à la foi. Et ensuite, je prends des actions inspirées. Faut pas l'oublier, tu vois. Mais il y a ce truc pour la première fois, je comprends que en fait, ce qui se passe à l'intérieur de moi a vachement d'incidence à l'extérieur, tu vois. Et là, je me dis, bordel de merde, maintenant que j'ai capté ce truc, ça va être fou. Et je change pas mes actions du tout, mais mon intention et comment je me sens dedans change complètement. Et là, ça commence à tomber, c'est genre,
10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens, à l'époque, c'était nouveau pour moi, tu vois, à ce point-là, et j'appelle ma mère. Et elle me dit, mais t'en as combien là? Et je lui dis, elle me fait, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas. Et ça arrive, ça continue à arriver, etc. Et à cette époque-là, j'ai fait 70 000 euros de vente en 3 mois. Et je me dis, bordel de merde, je viens de capter, quoi. Et alors, j'ai aussi eu des offres qui ont planté entre-temps, tu vois, j'ai des trucs qui n'ont pas réussi et tout, hein, mais j'ai capté un truc au niveau de ma certitude intérieure et de mon rapport à l'argent et de mon rapport aux autres et tout. Et quand j'ai craqué ce truc-là, j'avais l'impression, tu sais, un peu de voir la matrice, quoi. C'est genre, ah, ok, c'était donc ça. Et c'est un truc qui, tangiblement, tu peux pas l'expliquer. Tu le vis et il faut le comprendre émotionnellement, tu vois. C'est un peu de la merde, tu vas expliquer comme ça, mais je peux pas te l'expliquer. C'est un niveau de certitude une fois intérieure que c'est bon, ça va le faire maintenant. Et une fois que tu as chopé ce truc-là, que beaucoup d'entrepreneurs ils ont, tu vois, de plein de raisons différentes, de plein de façons différentes et tout devient beaucoup plus simple. En fait, c'est comme si tu avais une manette dans la vraie vie, tu fais triangle, L1, R1, gauche, droite, haut, bas, start. Et là, t'as un tank qui apparaît. Ouais, c'est ça, c'est fatality, gagné. Voilà. Mais justement, tu vois, on va zoomer un petit peu sur ce point-là. Tu dis qu'avant, tu faisais des choses qui ne fonctionnaient pas. Après, tu as eu ce format dans le coaching, ouais. Mais du coup, en fait, avec ce client, avec ce premier client qui t'a mis le déclic, tu vois, avec lequel tu as signé tes premiers 10K, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Ou bien, dans quel état étais-tu qui a différé de là où, de ce que tu faisais avant? Je venais de travailler en coaching sur mon rapport à l'argent, sur mon rapport à mon père, sur plein de trucs comme ça, qui me faisaient à un niveau complètement inconscient m'auto-saboter. Je me rendais pas compte. Ok, d'accord. Okay. Et quand j'ai réglé ça, mes actions foncièrement et tangiblement c'était les mêmes, tu vois. Mais je pense que dans des choses complètement imperceptibles et qui peuvent se jouer au niveau de la subcommunication, du métalangage, en fait, d'un coup les gens ils voulaient tous me donner de l'argent. Alors qu'avant pas. Mais tout simplement parce qu'avant c'est moi qui bloquais cet argent. D'une façon plus ou moins consciente, hein. Mais c'est moi qui le bloquais cet argent. Et souvent c'est le cas. Et d'ailleurs tous les entrepreneurs devraient travailler leur rapport à l'argent. C'est hyper important. On pense tous qu'on n'a pas de problème avec l'argent jusqu'à ce qu'on voit où ça nous fout dans la merde. On a tous sans exception, qu'on soit SDF, au RSA ou multimillionnaire depuis l'enfance, des problèmes à régler avec l'argent. Parce que on a des croyances, en général transgénérationnelles, qui nous ont été foutues dans la tête par notre famille depuis l'enfance. Et elles foutent la merde. Waouh, hyper puissant. Mais du coup, je vais pas te demander de me faire un coaching aujourd'hui. Mais toi, si on pouvait je peux te donner un exemple si tu veux. Un exemple, ouais, voilà, c'est ça. Je peux te donner des exemples. Je peux t'en donner déjà un que je donne souvent en coaching et après je te donnerai le mien. Il y a Lise Bourbeau qui a écrit Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Et il y en a une qui est très connue, c'est la blessure d'abandon. Oui. En général, c'est lié à un abandon perçu dans l'enfance. Plus de femmes quand même que d'hommes qui l'ont, même si c'est pas une règle, hein, c'est juste une observation. Et la blessure d'abandon va souvent créer de la dépendance affective. Imaginons maintenant que tu es dans un contexte de vente. Tu as proposé ton offre. La personne ne répond pas. Au bout d'une heure, tu es en train de péter un plomb. Tu la relances. Une heure après, tu continues. Tu la relances. Le lendemain, tu lui envoies 6 SMS. Tu essayes de l'appeler. Tu lui envoies un email. Tu lui envoies un devis. Tu baisses ton prix. Qu'est-ce que la personne elle se dit? C'est quoi cette personne? Elle est tarée. Jamais de la vie je signe avec elle. Il en manque. Et non seulement tu as perdu une vente, mais tu viens de renforcer ta croyance existante. Ah, j'avais raison, je le savais. Parce qu'en fait, en tant qu'humain, on ne se lève pas le matin pour aller expérimenter la vie et voir ce qui se passe. On enfile notre petit costume de je suis pour aller se confirmer ça dans le monde extérieur. Et donc en fait, nos blessures et nos rapports à l'argent, on ne cherche pas à les changer, on cherche à les confirmer de par nos actions. On cherche inconsciemment, hein, c'est complètement inconscient, on cherche à se dire « Ah, je le savais ». Et moi, en l'occurrence, si tu veux, quand je suis né, on avait des moyens très moyens. On n'était pas du tout dans la dèche, hein, mais raisonnablement, on n'était pas très riches. Pendant mon adolescence et mon enfance, etc., tu vois, mon père, il a beaucoup travaillé. Parce qu'on était sur une génération où, en travaillant très très dur, tu pouvais encore y arriver. Donc mon père, il a bossé vraiment comme un âne. Et il arrivait à un niveau de revenu très confortable. Mais du coup, moi, si tu veux, mon adolescence, il était quasiment pas là. Mon père, jusqu'à mes 20 ans, j'avais pas de relation avec lui, je le voyais quasiment pas. Et donc, j'avais attribué un niveau inconscient. Et tout ça, je le dis en podcast parce que j'ai déjà eu la discussion avec lui. Tu vois, c'est un truc, on en parlait librement et tout. Il n'y a pas de grief, il n'y a pas de rancœur et tout.
Et en fait, j'avais attribué inconsciemment avoir de l'argent, c'est être comme mon père, c'est mal, c'est être absent. Et c'est à quasiment 30 ans que j'ai dû réécrire complètement cette partie de ma vie dans ma tête. En me disant, en fait, mon père déjà il n'était pas là de la journée parce que son boulot il s'éclatait dedans. Et parce qu'en fait, la plus pure forme d'amour pour lui, c'était de provide pour sa famille et de les mettre à l'abri. Et donc en fait, mon père m'a aimé plus sûrement que tous les pères peuvent aimer un enfant, façon de parler, en faisant ça. Sauf qu'en fait, moi c'est pas comme ça que je recevais de l'amour, donc ça m'a foutu la merde. Et quand tu réécris ça, tu te dis, ah putain, bordel, en fait, j'ai pas de problème en fait, tout va bien, ça peut être trop cool d'avoir de l'argent. Et puis en plus de ça, je suis pas obligé de faire comme lui, quoi. Et tu sais, tu débloques ça, et alors il y a plein d'autres trucs, hein. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là c'était un peu plus flagrant, tu vois, c'était un peu vraiment c'est la baleine dans le magasin de porcelaine, hein. C'est l'éléphant dans la pièce. Et quand t'enlèves ce truc, tu sais, tu te sens léger, et t'as envie d'aller chercher plein d'argent partout où il y en a. Et t'as envie qu'on t'en donne, et les gens ils ont envie de t'en donner du coup. Et c'est des choses comme ça, tu vois. Tu sais, en fait, ce que tu es en train de dire là, il m'est arrivé la même chose. Bon, là, on est en juin, donc du coup, c'était il y a 1 mois et demi. Il y a 1 mois et demi, je lance ma première promotion de personnes que je forme à devenir consultant SEO et pour qu'ils puissent atteindre leur liberté géographique et financière. Et je me rappelle, en fait, quand j'ai fait la masterclass, cette formation-là, c'était pas la première fois que j'ai donné et j'ai déjà eu de gros résultats, tu vois. Je donne ma masterclass et cette fois-ci, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans les précédentes masterclass où je me cassais la gueule, clairement. Je me suis dit, mais attends, moi j'ai mon agence, elle tourne. Moi je gère le chiffre d'affaires que je veux. En soi, j'ai pas besoin d'eux, c'est eux qui ont plus besoin de moi. J'étais léger. À la fin, j'ai pas dit achetez ma formation, j'ai dit écoutez, si vous êtes vraiment motivé, postulez et je vais voir si je vous prends. Je n'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont dit prends mon argent. Truc de ouf, hein. Donc du coup, en fait, effectivement, moi-même, je peux confirmer ce que tu dis. Donc en fait, ça veut dire que, pour aller dans ton sens, on n'a pas besoin de mettre en place la dernière stratégie révolutionnaire qui a permis à cet entrepreneur de générer 1 million en 2 heures sous sa douche. Ça sert à rien. Non, plus encore, ça sert à rien. Ça marche pas. Et surtout que ça marche pas et que ça sert à rien, comme tu dis. Mais juste, en fait, se recentrer sur soi, se dire, en fait, qu'est-ce qui bloque, et comme tu dis, on a tous des problèmes d'argent, donc du coup, si on devait donner en fait un conseil aux personnes qui nous écoutent, c'est s'ils veulent exploser leur business, travailler sur soi, travailler sur le rapport à l'argent. Se faire accompagner, intégrer un programme, prendre un coach, aller voir un psy, aller voir un thérapeute, aller faire de l'hypnose, de la sophro, ce qu'on veut, tu vois, chacun son approche du travail sur soi qui lui est propre. Moi je pense que l'avenir, et ça va se populariser dans les prochaines années, ça va être le combo, comme les Américains font déjà, hein. Nous les Français on est en retard comme toujours, le combo psy plus coach. Ouais. Je pense que ça va être la norme chez nous aussi. Aux États-Unis, tu vois qu'il y a une grosse différence dans les mœurs à ce niveau-là. Quand tu vois que dans la série Billions, leur coach en performance, c'est une psy. Et qu'il y a une meuf ultra connue aux États-Unis qui s'appelle le docteur Julie Gruner, qui est coach et psy et qui coach des billionnaires, tu vois. Et pareil, ces Julie-là, même ces billionnaires-là qui ont déjà, je pense, levé plein de croyances, ils en ont encore sur lesquelles Julie travaille, c'est ça ? Ouais, bien sûr, ouais, t'en as toujours. Waouh. Donc du coup, on va mourir avec... quoique non, oui, on va mourir, ça c'est une certitude. Si t'as plus de croyances, t'es le Dalai Lama, quoi. T'es Bouddha. C'est vrai. Mais je pense pas que ce soit grave, tu vois. Les croyances, elles nous viennent de notre identité. L'identité, c'est l'ego. L'ego et l'identité, c'est un truc que là, dans la mode actuellement, c'est de dire il faut tuer l'ego. Non, pas du tout, en fait. L'ego, c'est ce qui fait la différenciation entre soi et le monde. L'ego, c'est l'illusion de séparation. C'est dans un point de vue plus spirituel. Si j'ai pas d'ego, je peux pas aller expérimenter mon humanité dans le monde. Parce qu'en fait, je suis un Bouddha qui chante des chansons et qui me prend pour un arbre, tu vois. C'est très bien en termes de niveau de conscience et de niveau de bonheur, sûrement, tu vois, d'illumination. Mais tu peux pas jouer à la vie, quoi. Et moi, ma croyance là-dessus, c'est que le seul but de la vie, c'est de jouer à être un humain. Et le meilleur moyen d'être un humain, c'est d'avoir une identité, un ego, une matière, quelque chose qui me sépare de l'autre et pour pouvoir aller jouer avec le monde, tu vois. Et donc en fait, c'est pas grave de pas régler toutes nos croyances, de pas régler tous nos blocages, de pas régler tous nos trucs. Tu règles ceux qui t'emmerdent et si certains t'emmerdent pas, c'est pas grave. Le cerveau humain il est bien foutu. Tu vas trouver un moyen de fonctionner avec. Punchline sur punchline. Franchement, tu me laisses sans voix. Mais du coup aujourd'hui, quand tu positionnes, t'es un coach ou un consultant ? Pas du tout. Qui es-tu ? Un coach. Après 23 minutes, qui es-tu, Jérémy ?
C'est ce que je fais. En fait, si tu veux, je suis pas coach. J'ai pas de certification coaching. Je maîtrise pas l'outil coaching. Je sais à peu près l'utiliser, mais ça, c'est très loin de la maîtrise. J'ai pas de formation en PNL, en analyse transactionnelle, rien qui me permet de m'appeler coach. Tu vois. Et puis en plus de ça, la posture de coaching, c'est une posture basse où tu poses des questions, tu te fais petit un peu, tu laisses la place à l'autre, tu l'aides à trouver. Moi, ça m'énerve. Ça me casse les couilles de faire ça. Consultant, ça voudrait dire prendre la responsabilité des actions de l'autre en lui disant ça marche, ça marche pas. Non. Aujourd'hui, moi, je suis avant tout un chef d'entreprise et je fais un peu de mentorat. Tu vois, donc, Jérémy Coleman est un mentor. J'aime pas le terme mentor en français, il est très connoté. Genre, j'ai tout réussi dans la vie et maintenant je t'explique le monde. Je sais que mentor et mentorat, normalement, c'est la même racine. Sauf qu'en fait, le mentorat, c'est juste je suis passé par là où tu veux passer. Et donc, je peux te guider. Ça veut pas dire que tu feras exactement comme moi ou autrement. Ça veut dire juste je sais où sont les cailloux sur la route, je peux t'éviter de mettre le pied dessus. Mentor, il y a un truc très je suis très au-dessus, tu vois. En fait, non, juste j'ai développé une entreprise qui est aujourd'hui plus loin que la tienne. Tu veux faire la même chose, je te montre comment moi j'ai fait. Ok. Et donc je fais du mentorat, je suis chef d'entreprise, je gère mon équipe, je développe mes activités, et voilà. Hello, je me permets juste de t'interrompre 10 petites secondes pour te demander de nous laisser un pouce bleu vers le haut, un petit bouton j'aime sur YouTube ou de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Ça nous aide vachement à développer ces épisodes. Maintenant, je te laisse retourner à ton épisode. Tu n'es pas coach? Non, la blague des réseaux sociaux, c'est avec le coach de Bah justement, tu vois, c'est pour ça que je pose la question. Ouais, mais c'est parce que les gens, c'est pas les ampoules les plus brillantes du magasin, ils ont pas de neurones qui se touchent, ils ont besoin de mettre les gens dans des cases. Et si j'ai une entreprise qui fait du coaching pour les coachs, je suis coach de coach. Et vu que ils sont encore persuadés qu'on est coincé dans le Ponzi du business coaching, avec quelqu'un qui dit un coach de vente cher pour que lui-même dise un coach de vente cher pour que lui-même dise un coach de vente cher. Et c'est une réalité du marché, hein, faut pas la nier, mais aujourd'hui c'est une minorité quand même. Donc ils m'appellent tous coach de coach de coach, et puis au final j'ai fini par trouver ça drôle et en jouer. Mais aussi c'est pour pouvoir fermer leur gueule à des gens qui sont teubés et qui pensent qu'ils sont supérieurs, tu vois. Et aujourd'hui il y a plein de gens qui viennent du milieu plus corporate, qui viennent m'apprendre la vie, parce que leur parcours est plus académique que le mien, on va dire. Ou plus corporate que le mien. Et aujourd'hui, j'ouvre ma gueule, même si j'ai encore tout à faire et tout à prouver, tu vois. Tout début de mon truc, hein, même si je fais un truc cool, mais aujourd'hui, je peux dire, j'ai un master en stratégie digitale des marques, j'ai coaché des branches professionnelles de très grandes entreprises. J'ai une entreprise où il y a 16 personnes dedans, où on accompagne actuellement 120 clients, mais ça va sûrement encore continuer à monter, où on a fait 1,7 million de ventes en 24 mois. Ok, très bien, tu penses que je suis un Ponzi, maintenant le Ponzi c'est gérer un business et toi. Et parce que moi aujourd'hui j'ai l'assise de pouvoir dire ce genre de conneries à ceux qui m'emmerdent, que je prends volontairement ce truc de coach. En gros, je prends le vent dans la gueule pour les autres. Tu vois, c'est Mike Horn dans une interview avec David Laroche qui a dit cette phrase merveilleuse sur la critique. Tu vois, ouais. C'est l'arbre le plus haut de la forêt qui prend tout le vent pour les autres, pour que les autres ils puissent se développer, tu vois, et pas se faire arracher. Et aujourd'hui, j'ai les reins assez solides pour me faire défoncer, pour que les autres se le fassent pas défoncer en fait. Et c'est pas que je pense que je suis en mission, tu vois, ou que j'aime particulièrement ça. C'est que je suis têtu, je suis un peu con. Quand on attaque des gens un peu plus faibles, ça m'énerve vraiment beaucoup. J'ai une grande gueule, j'ai construit ma personnalité beaucoup sur la blessure de rejet. Donc plus tu me rejettes, plus je deviens con pour te donner des raisons de me rejeter. Et au final, ça me fait marrer à force. Hein. Tu crois que je suis con? Attends, t'as encore rien vu. Je vais te montrer. Et donc plus on me critique, plus je deviens teubé. Et plus je troll. Et voilà, c'est mon personnage des réseaux sociaux. Je pense pas être particulièrement comme ça dans la vie. Même si je suis tout aussi franc, tout aussi grande gueule et tout aussi con. Hein. J'étais une fois assis à un dîner avec des entrepreneurs, des gens très avancés, une belle boîte, tu vois. Et, je suis assis avec un pote à moi et on est en face d'eux. Et après 2 pintes, je dis au mec en face de moi, mais attends, par contre, ton dernier lancement, c'était un peu du bullshit, ton marketing, là, c'était de la merde quand même, tu nous as habitués à autre chose et tout. Mon pote, il met des coups de pied sur la table, il fait, c'est qui t'es en face de toi, tu peux pas dire ça. On s'en fout, c'est bon. Hein. Et voilà, j'ai ce truc de grande gueule. Et après, si tu veux, ouais, grave, il faut pas après se prendre plus pour plus que ce que t'es. Tu vois, je suis pas monté de licorne, je suis pas chirurgien cardiaque. Il y a plein de gens qui ont monté des boîtes beaucoup plus impressionnantes que la mienne et qui sont pas publiquement en train de faire les malins. Moi, ça fait partie de comment je fais les choses. Et, voilà. Ok. C'est. En gros, en fait, un positionnement de troller, entre guillemets.
que tu assumes parfaitement. Pour reprendre en fait l'expression que tu as dit, que je trouve magnifique, que je connaissais absolument pas. Là, pour le coup, c'est voilà, comme j'ai dit, moi je fais mes podcasts, je ne coupe pas. Je ne savais pas qu'il allait dire ça, mais l'arbre le plus haut de la forêt se prend tout le vent pour les autres. Mais là, typiquement, en fait, je vois que tu t'amuses en fait à faire ça. En fait, à t'entendre, j'ai l'impression que le matin, tu te lèves, tu te dis, ah, le fun. Allons nous amuser sur les réseaux, allons nous amuser sur. Je joue moi dans mon business toute la journée. Et je suis un gosse de 3 ans avec des Lego, tu vois. Je construis des trucs. Pour le simple fait de construire des trucs. Et l'argent que je reçois, c'est des points que je gagne. Parce que, un truc important, tu vois, on parlait du chiffre d'affaires de la société avant. Le chiffre d'affaires de la société n'est pas mon revenu personnel net. Je gagne très bien ma vie aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Et à la fois, quand tu veux monter ce genre de boîte, tu peux pas continuer à regarder l'argent de la boîte comme du vrai argent perso de la vie de tous les jours. En fait, ça te vrille le cerveau, c'est pas possible, tu vois. Bien sûr, oui. Là, on a fait un mois il n'y a pas longtemps à 150 000. Qu'est-ce que tu veux que je regarde ça comme du vrai argent qui est dans ma poche? Non, c'est l'argent de mon entreprise. Mon entreprise, elle joue à un autre niveau. C'est des points. Pour acheter ce truc, j'ai besoin de points. Pour embaucher cette nouvelle personne, j'ai besoin de points. Pour améliorer mon produit, j'ai besoin de points. Tu vois, à un moment, il faut se déconnecter un peu. Sinon, tu peux vite vriller. Tu vois, tu peux pas. Waouh. Ok, mais hyper puissant. Ouais. D'ailleurs, tu nous rappelles un point, c'est que, ok, enfin, tu as parlé de ce 1.715 en 26 mois. C'est très bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent être jaloux de ce chiffre. Mais en fait, derrière, ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que, ok, en fait, tu as fait ça, mais encore une fois, tu vois ça comme un jeu. Et surtout, tu dis que, mais ça me permet de réaliser d'autres choses, ça me permet d'embaucher telle personne, ça me permet d'acheter tel truc. Mais jamais, en fait, tu te dis, putain, mais en fait, j'ai fait ça, mais en fait, c'est pour moi, c'est pour ma gueule, tu vois. En fait, au contraire de ce que tu dis, tu l'as fait, c'est cool, t'as eu des points, c'est cool, tu te dégages ce dont tu as besoin pour toi, c'est cool. Maintenant, avec ça, c'est des points que je vais réinvestir pour atteindre d'autres niveaux. Ouais. Je vois l'entrepreneuriat comme un jeu vidéo. Et c'est difficilement audible quand on parle de telle somme, tu vois, alors qu'il y a des gens qui galèrent. Mais si tu commences à réfléchir comme ça, tu peux plus te lever le matin, tu vois. Moi, je décide de voir mon métier et le business comme un jeu vidéo. Et là, je suis au niveau de faire tant de revenus, et donc je peux jouer avec telle arme, telle armure, tel compagnon sur mon niveau, etc. Tu vois. Et je veux battre les boss pour aller au niveau d'après, pour aller jouer à d'autres jeux. Et les jeux d'après, ça va être peut-être de monter d'autres boîtes, ou de monter un autre programme, ou de recruter plus de gens, ou d'avoir d'autres experts qui interviennent. Ça peut être de racheter des entreprises, de créer des entreprises, de mettre des boîtes connexes en place, de lancer plus de médias. Il y a plein de trucs possibles. Et ça a l'air marrant, et j'ai envie d'aller y jouer. Mais je veux pas dépendre de fonds extérieurs, donc il faut que ma boîte elle génère du cash. Waouh. Mais du coup, je divague un peu, je réfléchis un peu en même temps. Mais toi, quand même, ce qui est hyper intéressant et inspirant, je trouve, c'est que déjà, en fait, l'argent, tu ne vois pas comme quelque chose qui doit être gagné pour survivre. En fait, je dis même pas vivre, en fait, mais je dis même survivre. Tu vois, en fait, quelque chose qui te permet d'accomplir ce que tu souhaites accomplir pour jouer, pour kiffer, pour t'amuser. Du coup, aujourd'hui, dans la société française dans laquelle on vit, malheureusement, il y a ce tabou à l'argent. Ce tabou de si on a trop d'argent, on est sale. On peut pas gagner plus d'argent. On peut pas gagner trop d'argent. Ça, c'est à cause de ces Mickey d'extrême gauche parce qu'il y a le papy sénile là qui tweet, et il devrait plus. On devrait lui confisquer son téléphone et le mettre sous curatelle. Qui tweet la plus grande honte de notre pays, c'est d'avoir le premier milliardaire du monde. Toute fortune acquise a forcément été volée à d'autres. Et quand t'as le capi-chef de l'extrême gauche, Papy Sénile, qui tweet des choses comme ça, forcément le pays il peut pas. Quand t'as les gilets jaunes, quand t'as des gens qui crèvent factuellement de faim parce que l'inflation, les machins, les taxes, les trucs, on les empêche de bosser, et que t'as des gens qui ont des métiers absolument essentiels alors que le mien il est futile, qui sont en train de crever de faim, et que moi derrière je dis regardez comment j'ai fait 1,7 million, forcément il y a un problème dans ce pays. Mais du coup, en fait, c'est parce que, et ça c'est le monde capitaliste qui est tout pété, hein. Moi je choisis de jouer dedans, ça veut pas dire que je remarque pas qu'il est pété. C'est qu'on n'est pas payé pour notre utilité en société, on est payé pour notre degré de remplaçabilité.
et la complexité des problèmes qu'on résout. Et donc en fait, nos agriculteurs, infirmières, éboueurs, policiers, pompiers, qui sont absolument indispensables à la survie d'un pays, tu vois. Bien sûr. En fait, le problème c'est qu'ils sont très remplaçables parce qu'on peut en former à la chaîne, même si aujourd'hui on les forme très mal. Et les tâches qu'ils résolvent sont pas ultra complexes, tu vois, genre c'est pas de la physique nucléaire, quoi. Ça veut pas dire que je dénigre leur métier, loin de là, hein. Juste, t'as pas besoin d'avoir 190 de QI, d'avoir fait 25 ans d'études pour le faire. Et donc en fait, ces gens sont mal payés, alors qu'il y a des Mickey comme moi, tu vois, qui foncièrement dont le métier est plein de vacuité, qui sont très très bien payés. Et c'est ça qui crée cette fracture en France, c'est ça qui crée le tabou sur l'argent, et parce qu'en fait, tu peux pas dire je fais 1,5 million facile quand le voisin crève la dalle. Et pas sûr de nourrir ses gosses, tu vois. Et je pense que il y a quelque part un peu de ça aussi qui fait que je me bats à travers la mission de l'entreprise là-dessus, parce qu'on a en clients, on a beaucoup de femmes de 40, 45, 50 ans avec des enfants en reconversion professionnelle, et on leur montre, vous pouvez aussi gagner de l'argent de chez vous, en faisant un métier que vous aimez, en kiffant la vie, etc. L'argent, c'est pas mal. Et je parle beaucoup d'argent, et je pense qu'il y a au fond un truc de... Le petit Jérémy de 3 ans, il veut que plus de gens le comprennent et parlent la même langue que lui, comme ça il aura plus de copains, tu vois. Et je pense que quelque part c'est ça que j'essaie de créer, tu vois. Venez, on a tous plein de thunes, et puis comme ça on est tous copains. Et on arrête de se foutre sur la gueule. Mais du coup, pour gagner de l'argent, parce qu'en fait là, à t'entendre, c'est quand même facile de gagner de l'argent. Mais donc du coup, pour gagner de l'argent, est-ce que c'est... Ça dépend des sommes, et ça dépend en faisant quel métier. Bon, on va partir de la somme de 10-15K, comme de ce que tu promets aux personnes que tu accompagnes. On fait disclaimer, on fait pas de promesses chiffrées. Pardon, j'ai dit promesse, autant pour moi. On leur dit que c'est la direction dans laquelle ils peuvent largement aller, et qu'on en a plein qui l'ont fait, mais ça veut dire on promet quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que ce serait malhonnête, ça. Je suis d'accord. Autant pour moi, désolé. Mais typiquement, là, dans ce que tu dis, tu parles quand même beaucoup de ok, je vois la vie comme un jeu, il me faut des points, l'argent c'est le point, et donc du coup si j'ai ces points là je peux acheter une plus grande arme, etc. Derrière en fait cette personne qui accumule les points, on va dire, pour avoir ce qu'il veut, il y a quand même en fait une personne qui est hyper enjouée, qui voit en fait le monde comme un grand jeu. Est-ce qu'il faut voir le monde, est-ce que voir le monde comme un jeu est une composante essentielle pour tendre petit à petit en fait à cette somme au minimum de 10K par mois? Je sais pas. Franchement, j'ai pas la réponse. Moi, j'ai choisi de faire comme ça. Et ça me rend heureux. Et donc, je vais continuer. Je dis pas que c'est la bonne réponse. C'est ma réponse à moi. Quand tu dis ça, la première personne qui m'a sauté à l'esprit, c'est Anthony Bourbon. J'ai pas l'impression qu'ils sont en train de jouer, lui. Lui, il est en guerre. Et pourtant, il est en guerre, et il a un niveau d'intensité et de colère que moi, je peux pas suivre. Et pour autant, il a beaucoup de succès professionnellement, tu vois. Et puis, il y a d'autres gens qui font autrement. Encore, tu vois. Je prétends pas avoir la bonne carte du monde, tu vois, j'en sais rien. J'en ai une qui fonctionne pour moi. Je sais pas, c'est une composante essentielle. Je sais que j'ai observé à mon échelle que ceux qui l'avaient, ils s'en sortaient quand même plutôt mieux que les autres. Est-ce qu'il faut tous faire comme ça? Est-ce qu'on a tous les mêmes circonstances? Est-ce qu'on a tous les... Je sais pas. Tu parles de toi qui t'amuse, et après on a parlé d'Anthony Bourbon qui est en guerre. Au final, est-ce qu'il faut pas faire la paix avec sa carte du monde? Et attention, peut-être que ça l'amuse d'être en guerre. On n'en sait rien. Je le connais pas personnellement. J'ai déjà regardé 1 ou 2 interviews de lui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais de ce que ta question de est-ce qu'il faut pas juste faire la paix avec sa carte du monde, si. Fous-toi la paix, autorise-toi à être toi, et peu importe ce que ça veut dire. Ça me rappelle ce qu'a dit une grande personne qui s'appelle Mehmet, avec qui tu bosses d'ailleurs, qui va aussi venir sur le podcast, qui dit ça aussi, mais bon, j'en discuterai un petit peu plus avec lui. Petit teasing pour après. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Donc, rapport à l'argent à travailler, et surtout faire la paix avec sa carte du monde. Et en fait, en fonction de ça, n'importe quelle stratégie peut fonctionner pour toi. Je pense. Je pense qu'il n'y a pas une bonne stratégie. Il y a une stratégie alignée avec toi. Et que n'importe quel business, n'importe quelle stratégie, n'importe quoi, bien exécuté, parce que tu kiffes, peut fonctionner. Et après, il y a ce truc, je l'avais lu sur LinkedIn, je sais plus qui a dit ça, ce truc qu'on appelle le founder market fit. Est-ce que mon identité match avec le métier dans lequel je veux aller? Quand c'est aligné, c'est quand même plus simple. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est clair.
Ok, mais justement, est-ce que tu peux nous donner à moi, enfin nous donner donc aux auditeurs et à moi-même, justement des petits tips justement pour trouver ce founder market fit, tu vois, des choses qu'on peut mettre en place dès à présent pour tendre vers ça petit à petit, avant qu'on prenne la décision de se faire accompagner. Regarde qui sont les leaders du métier dans lequel tu veux aller. Regarde à quoi ressemble leur quotidien. Notez les Regarde gars. ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils font plus que les autres, Mhm. moins que les autres, ce qu'ils font pas, à quoi ils ressemblent. Et demande-toi, est-ce que je veux cette vie-là ou est-ce que je peux faire autrement? Voilà. Point final. Vous notez ça. Pause. Revenir 20 secondes après. Vous notez ça. Et je pense que vous pourrez déjà faire un grand pas en avant sur votre personne pour faire du business. Et pour savoir qui on est vraiment, il faut se demander qui je suis quand personne ne me regarde. Donc si j'étais pas payé, qu'il y avait personne dans la pièce avec moi et que je suis un peu bourré, qu'est-ce que je fais spontanément? Trouve un moyen de faire ça, de te payer pour. Je laisse, tu vois, ces 3 secondes, tu vois, pour vraiment faire comprendre aux gens à quel point c'est une pépite ce que tu vas nous donner. Super top. Jérémy, on commence à approcher de la fin tranquillement, effectivement. On se disait en off que toi, quand tu es en podcast avec les gens, tu es concis, court, bref, effectivement, c'est le cas. On est à 40 minutes à peu près et on arrive tranquillement à la fin. Je crois que le record, c'est quelqu'un qui a réussi à me garder 1h15. Et encore vraiment, c'est parce qu'on était 3 et il a tiré en longueur du coup, tu vois, parce qu'à 3 tu papotes plus. Mais sur des interviews one-one, je crois qu'on n'a jamais dépassé les 1 heure. Je crame le cerveau des gens avant en général. Non, mais en fait, je pense qu'on peut continuer. Enfin, vraiment, j'ai de quoi te poser des questions pendant encore très longtemps. Mais déjà, si on médite sur ça et on applique ce que tu dis, je pense que ça peut changer pas mal de choses déjà. À mon humble avis. Jérémy, si on devait finir par un point, toi, tu dis que tu proposes un 1,99 dans l'accompagnement des personnes que tu suis. Est-ce que tu aurais des tips justement sur ce 1,99 à nous donner, des choses vraiment opérationnelles à nous donner dès à présent? Si tu pouvais nous en donner 3, ce serait topissime. Oui, bien sûr. Il te faut juste 3 choses dans ta journée. Il te faut un moyen de connecter avec plus de gens dans ton audience cible. Il faut que tu les exposes à toi, peu importe de quelle façon. Et il faut que tu discutes, Messenger, téléphone, en vrai dans la vie, peu importe, avec les personnes qui sont déjà exposées à toi pour voir si ça peut devenir des clients potentiels. Tu prends une action de chacune de ces étapes et tu fais ça tous les jours. Tout le reste, on s'en fout. Si on fait ça, de ce que tu viens de dire, donc en gros, c'est, enfin, si je dis ça de manière un peu brute, c'est faire la prospection, on va dire, d'un point de vue marketing. Non, parce que moi j'ai dit jamais envoyé brut, un message. Ouais, non, mais là, pour moi la prospection, c'est aller voir des gens que tu connais pas et pour savoir si tu veux travailler avec eux. S'ils veulent travailler avec toi, pardon. Moi, j'ai jamais fait un message de prospection de ma vie. Mais alors, je connecte avec des gens, je fais du contenu. Et ensuite, les personnes qui ont manifesté de l'intérêt, je discute avec. Mais j'essaie pas de leur vendre quoi que ce soit. Je vais juste créer de la relation. Mais c'est quoi pour toi une personne qui a manifesté de l'intérêt? C'est quelqu'un qui a commenté? C'est quelqu'un qui a mis un like? C'est quelqu'un qui commande beaucoup sous mes contenus. C'est quelqu'un qui a réclamé un two-step content. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un message. Peu importe. Et dans ce cas-là, toi, tu vas rentrer en contact avec ces personnes-là en DM, en one-to-one, en Messenger. Ouais. Ok, d'accord. Mais pas c'est là peut-être que ça diffère de la prospection en fait. Pas dans l'optique de vendre. Dans l'optique de créer de la relation, de qualifier, de donner de la valeur. Moi j'ai des cycles de vente qui sont très longs. Tu vois, par rapport à la moyenne des gens. Les gens qui achètent chez nous, la moyenne c'est 3 mois. Après nous avons découvert. Entre la première prise de contact et le paiement. First out chez paiement. Ouais. Ok. Mais ça c'est la moyenne, tu vois. Et en fait là-dedans il y a des gens qui nous ont découvert et qui ont un coup de cœur et qui ont acheté au bout d'une semaine, tu vois. Mais en fait il y a plein de gens aussi, c'est 12, 18, 24 mois, tu vois. D'accord. Parce que on a un marketing pas du tout agressif. Donc en gros tu crées du contenu, tu donnes quelque chose, les gens réagissent, tu vas aller voir one-to-one, tu crées une relation, puis après tu continues le contenu, tu discutes avec eux petit à petit. De temps en temps dans tes contenus tu parles de ton offre, et tu regardes comment les gens réagissent. Tu peux aussi faire une vidéo de 10 minutes, l'envoyer aux 2-3 personnes que tu as en contact. Je pensais que ça pourrait t'intéresser, je viens d'enregistrer ça. Mais vraiment c'est très, très à la cool, tu vois. C'est comment est-ce que j'écrirai un pote?
La même version, mais avec un peu plus de cadre, parce que tu parles pas aux inconnus professionnellement comme tu parles à tes potes, encore que Bien sûr. ça dépend. Pareil. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent ouais, j'ai un prospect, je voudrais lui envoyer ce message, qu'est-ce que t'en penses? Je regarde le message, je fais avez-vous déjà pensé à... Non. Tu fais t'enverrais ça à ta mère? Non. Ok, pourquoi? Parce que ça ressemble à une pub des années 70. Très bien, ok, ne l'envoie pas au prospect non plus. Ok. On dirait une pub des années 70 pour un placement financier, le poste. Non, parle comme tu parles, quoi. Ok. Donc, je cible un canal, je crée mon contenu, les gens interagissent, les gens qui agissent et qui interagissent avec moi, je vais les voir en mode cool, tranquille. Petite prise de contact, on discute tranquillement, et puis après, petit à petit, la relation se crée. On en profite pour qualifier les gens tranquillement, et puis après, comme ça, tu peux faire le chiffre d'affaires que tu veux. Ouais. Petite pause. Ceux qui nous écoutent, je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la pépite que Jérémy vient de nous donner. Si vous vous rendez compte de la puissance, si vous êtes sur YouTube, mettez pépite en commentaire. Voilà. Pause fermée. Jérémy, merci beaucoup. Je pense que on peut juste s'arrêter sur ça. En fait, Jérémy, toi, dans ta communication, c'est trop drôle. J'ai l'impression en fait que t'as un gars qui vient, qui me donne le truc et qui s'en va. Tu vois. Fais ça, et je m'en vais. Ouais, et en fait, si tu veux, c'est presque un test à la con, tu vois, c'est marrant. J'ai toujours plein de gens autour de moi qui me donnent des conseils, et puis souvent j'en donne. Et en fait, je regarde ce que les gens en font. Et alors, il y a les pires du monde, c'est les oui mais. Ceux-là, ils me foutent les chakras en bordel. Tu viens me prendre la tête pour m'expliquer pourquoi j'ai tort. Pourquoi tu viens me demander alors dans ce cas-là? Et alors, quand ils ont payé et qu'en plus ils disent oui mais, là, c'est encore pire. Derrière, il y a des gens juste qui appliquent pas. Bon, bah, c'est que ça t'intéresse pas ce que je te dis, donc je te le redirai pas. Et derrière, il y a des gens qui appliquent de ouf ce que tu leur dis et qui viennent te tenir au courant de ce que ça a donné et tout. Et ça, c'est des gens que tu as envie de plus aider en fait. Ok. Waouh. En fait, je pense que le podcast, il faut l'écouter 2 fois, tu vois, pour vraiment comprendre en fait l'essence de ce que tu dis. Non, c'est archi cool, c'est archi profond. Et dernière question que je pose à tous mes invités, si tu avais 3 livres, 3 ressources, 3 personnes, 3 vidéos à absolument voir dans son business, ce seraient lesquelles? Okay. Apparemment, il y a déjà Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Non, parce que c'est pas. Enfin, il est bien, hein, mais c'est pas forcément un truc que je recommanderais à tout le monde. Non, John DiMartini. Le docteur John F. DiMartini. Malheureusement, pas traduit en français. Et il a un bout. Tous ses livres sont bien, mais il y en a un que je trouve particulièrement cool. C'est How to Make a Hell of Profit and Still Go to Heaven, qui traite de rapport à l'argent. Mais en gros, c'est vraiment de comment être quelqu'un d'ultra spirituel. Genre vraiment à un niveau cosmique, lui il est chez père quoi, mais qui veut plein de thunes dans la vie. Et pourquoi ça s'aligne en fait? Pourquoi les deux sont bien en fait? Ok. Et il t'explique qu'en gros or ça vient de l'hébreu aour ça veut dire lumière. Si l'or c'est la lumière, qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel quoi? Et Jérémy le x10. Ouais non c'est John DiMartini. Je relis beaucoup aussi et souvent Dan Kennedy. Rien à voir, beaucoup plus agressif, marketing, vente et tout. À Dan Kennedy, il n'y a pas de spiritualité. Tu vois. Sa philosophie, c'est mon argent est dans les poches des autres, faut que je le récupère avant qu'il le donne au marchand d'alcool. Quoi. Vraiment, c'est sa philosophie, hein. Il croit profondément à ça et tout. Mais ça reste un entrepreneur très, très, très génial, tu vois, et qui fait des produits et des offres extraordinaires, ce qui, je trouve, tempère son côté très agressif en termes de marketing. Donc Dan Kennedy, toute la série In the New Economy, tu vois. Sales Success in the New Economy, Attracting Money in the New Economy, etc. Ça, c'est pas mal du tout. Et qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre à lire? Rien à voir. Un livre, moi, qui a changé ma vie, qui est un gros déclic et qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. C'est un psy un peu courant Montessori anglais dans début des années 1900 qui s'appelle A.S. Neil, qui a écrit Libres enfants de Summerhill, et qui décrit ce qui s'est passé dans une école Montessori avant même qu'on parle de Montessori. En gros, c'est une école où ils récupéraient des gamins qui étaient un peu déscolarisés, qui leur disaient en fait, vous apprenez si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous jouez à qui vous voulez, tout va bien se passer. Et moi, on m'a filé ce bouquin quand j'avais 13 ans, autant te dire que j'avais plus très envie de retourner à l'école ensuite. Hein. Maman, dans le livre, ils ont dit que j'ai pas envie que je peux ne pas aller à l'école. C'est la mère d'un pote qui m'a filé ça, autant se dire que mes parents ils étaient ravis. Ah bah tu m'étonnes.
Bah écoute, top, merci beaucoup. Bah de toute façon, on va mettre les références en commentaire de cet épisode. Jérémy, merci. Donc, Écoute, avec plaisir. T'as tout dit, franchement, honnêtement. Je sais pas, enfin, moi je me rends compte de la valeur exceptionnelle que tu viens de partager. En gros, franchement, je pense que si les gens qui t'écoutent écoutent ce podcast, prennent des notes, appliquent ce que tu as dit, je pense que ça peut changer des choses dans leur business. Déjà, ça peut changer des choses en eux-mêmes. Mais c'est pour ça qu'on est obligé de faire payer les gens très cher, parce que mon grand malheur, c'est que quand tu leur donnes gratuitement, ils comprennent pas. Oui. et moi, c'est un truc que je l'ai vécu dans ma vie tellement de fois, tu vois, où ma femme, elle me répète un truc depuis 6 ans. Je l'écoute pas. Mais c'est-à-dire, je l'écoute pas, genre même je l'entends pas, quoi. Ça me passe complètement au-dessus. Du bruit, du vent. Je file 10 000 balles à quelqu'un, la personne me dit exactement la même chose, et je rentre chez moi en disant tu te rends pas compte de ce que je viens de comprendre. Et là, elle a envie de me lancer une chaise sur la gueule, tu vois. Mais t'es sérieux, ça fait 5 ans que je te le répète. Et de la même façon que quand je donne des informations comme ça aux gens, en général, ils vont pas avoir l'épiphanie de moi, tu vois. C'est probablement que dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont payer quelqu'un, il va leur dire la même chose, ils vont se faire et c'est ok, tu vois, c'est pas grave. ultra pertinent. Jérémy, on va se quitter tranquillement. Et là, c'est la dernière question, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je t'ai dit la dernière question. Si je devais donner un titre, une miniature à cette vidéo, ce serait quoi, selon toi? Putain, alors la miniature, vu comment je suis fort en dessin, moi, si tu veux, dans ma boîte, je suis interdit de Photoshop. Genre vraiment, je suis puni, j'ai plus le droit de toucher au design de quoi que ce soit. Parce qu'ils ont dit que je faisais du détourage à la truelle. Donc non, je suis puni. Donc la miniature, démerde-toi, je peux rien faire pour toi, j'ai pas le droit d'y toucher. Le titre, c'est difficile de se donner un titre à soi-même, tu vois. Ça dépend à quel point tu le veux putaclic, en fait. Je ne dis rien. Si tu veux aller dans la mouvance YouTube putaclic qui va faire cliquer les petits mecs de 18 à 25 ans, tu mets 1,7 million en 24 mois en partant de zéro, mais tu te prives de toute une partie du public. C'est vrai. Et, franchement, j'en sais rien. Ça, c'est à toi de voir. Hein. Je peux pas faire le boulot à ta place. Hein. Mais si tu veux, ce truc de donner des gros chiffres en titre de podcast, à la fois ça donne la légitimité, même si ça devrait pas. Parce qu'en fait, ça veut rien dire. Tu peux avoir des gens qui ont fait plein d'argent et qui sont cons comme des chèvres, et des gens qui ont fait 0 et qui sont brillants. Ça va dépendre de l'audience. Au niveau des algorithmes. Ouais, ça va dépendre de l'audience que tu. Non, plus que les algorithmes, ça va dépendre de quelle audience tu veux sur ce podcast. Quel genre de personne tu veux, tu vois. Et plus c'est putaclic, plus t'attireras de monde. Mais est-ce que t'attireras les personnes que t'as envie d'avoir en auditeur? C'est vrai. C'est vrai. Ce hack ultime va changer ta vie. Ou bien, si tu te connais, tu vas faire 2 millions comme Jérémy. Il rentre fouillé dans ton cerveau. J'avais fait une vidéo disant d'ailleurs que je faisais pas ça. J'ai dû préciser un jour. Je ne rentre pas dans la tête des gens. Je ne suis pas psy. Je fais pas ça, moi. Jérémy, t'es ouf. Bon, bah du coup, je voulais que tu fasses ce boulot pour moi, mais bon, bah du coup, bah je vais. Rater. Arrêtez. Jérémy, encore une fois, merci vraiment pour. Merci à toi. Pour ta disponibilité, pour ta présence. J'ai passé un super bon moment. J'ai appris énormément de choses et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont aussi appris des choses. Si on veut te suivre, comment ça se passe? N'importe quel réseau social, Jérémy Coleman. Jérémy Coleman, n'importe quel réseau social. Voilà. Je suis partout. Et le mieux reste Facebook, LinkedIn, YouTube, je pense. Ça, je suis plus voilà. Facebook, YouTube, LinkedIn. On mettra les liens en description. Parfait. Jérémy, merci beaucoup encore une fois pour ta présence et je te laisse aller kiffer ta vie maintenant. Voilà, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Salut, ciao.